Et c'est sur sa propre musique que Gris, François-Xavier Grillin, prend place à la table. Mais c'est Gris. Gris FX, Gris fixe, Gris. Appelle-moi Gris, m'a-t-il dit au téléphone, parce qu'on s'est vu, on s'est entendu plus exactement. C'est aussi la première fois que je vois Gris. Alors Gris, ton personnage, que vas-tu nous dessiner? Gris FX, mais non, il a dit appelle-moi Gris. Et pourtant son univers est loin d'être gris. D'accord? On le voit déjà, regardez, il est même arrivé avec son roll-up gris. Crystal Digger. Je prononce bien comme mon frère? Oui, c'est ça. Crystal Digger. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais faire les deux personnages principaux de mon récit, même si j'apporte beaucoup d'importance à tous les personnages, mais ce sont ceux qui sont sur la couverture et qui sont le fil conducteur du récit. Donc un cow-boy un peu bourru, accompagné d'un jeune adolescent d'une treizaine d'années, on va dire 14 ans peut-être. Il fait tout pour ne pas dessiner. Il parle. Ah, excuse-moi, mon temps imparti, terminé. Tu es sûr que tu sais dessiner, hein? Ah, ouais, ah ben oui, il est même animateur ici. Mais c'est vrai, ça, il connaît très très bien la bibliothèque d'Antoine et cet espace hyper cocooning, on est bien d'accord? Oui, j'ai même certains de... Non, continue. Mais il est terrible, hein? Oh, mais... Heureusement qu'on était dans l'enseignement, hein, Colette. Hein? On peut au moins rétablir l'ordre ici, parce que c'est vraiment impossible, ça. Tu vois, et plus ils sont adultes, plus c'est difficile. Hein? C'est pas à toi que je dois le dire. Bien. Monsieur Gris, c'est à vous. C'est votre biographie. Donc, on vient d'entendre une musique composée par Gris. Vous pouvez trouver toute une série de vidéos avec sa musique et c'est vraiment très très intéressant. C'est sur YouTube, j'en ai parcouru toute une série, c'est vraiment très chouette. En plus de ça, tu travailles sur plein d'instruments, tu as un bon synthé, tu as un bon ordinateur avec tout ça. Mais ne t'interromps pas, hein, continue. Hein. Non, mais c'était une question. Pourtant, c'était pas une affirmation, hein. C'était une question, voilà. Bon, ben, c'est rien. Gris est né, on ne croirait pas, en mai 1991, comme ma grande fille. Ma grande fille, c'était le 22 mai. Et toi? C'est pas le 10 mai. Le 10 mai. Un peu plus âgé que Sarah Dubar. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Il possède également un master en didactique. Gris, puisque tu as souhaité que je t'appelle Gris, tout simplement. Alors que ton univers, je l'ai dit, est bien coloré, Gris, disais-je, a participé à divers projets sur le web, principalement sur grand papier, et là je ne sais pas comment le prononcer, à la façon de Jean-Marc ou de Jean-Luc, 8p.cx. Comment tu dis ça toi? 8p.c? Comme tu l'as dit. 8p.cx. Oui, c'était un mini-projet de planche de BD en 8 pages. Ah, sur voilà. Internet où on peut imprimer ses BD chez soi. Et le point .cx correspond à quelque chose? Je ne sais pas. Cortex, on dirait Cortex. Ainsi qu'à divers collectifs de bandes dessinées et fanzines, on peut citer l'employé du mois, Georges, Cheval de 4, c'est pas Cheval de 3, regardez à quel point ils sont inventifs, hein. C'est Cheval de 4, Tétaris, Deadline, Laser, Boctor, etc. Une première grosse bande dessinée, un récit mélodramatique fantastique d'environ 100 pages, nommé L'Atamé. Alors, tu me connais un peu. Ah ben oui, mais il faut remonter à Mathusalem et à Noé. Hein. Et donc, j'ai dû aller voir, bien sûr, sur Wikipédia, qu'est-ce que l'atamé? Eh bien, figurez-vous que, pour information, l'atamé est une dague. Tu le savais? Ah oui, il le savait. Hein. Et c'est une dague, un poignard ou un bâton consacré utilisé lors des cérémonies et rites magiques. Il servirait à repousser les mauvais esprits, les démons et même les fantômes. L'atamé. J'ai appris ça. Vous voyez, hein, ça vaut vraiment la peine hein, de participer comme ça à des animations en toi. Sa deuxième bande dessinée. Mais en fait, c'est la première éditée. Hein, nous sommes bien d'accord. Oui, mais dans un format papier. Peu d'exemplaires, 100 exemplaires seulement. C'est vrai. Il y a plus de 10 ans de ça. Donc, Ah oui. Mais maintenant, moi, je faisais allusion à Cristal. Là, Cristal. Oui. Et c'est la première grosse BD. Voilà, c'est ça. Donc, sa deuxième bande dessinée. Mais en fait, la première éditée sur papier, acheté aussi récemment par la bibliothèque d'Antoine, s'intitule donc Crystal Digger. Chercheur, littéralement, creuseur même de cristal. L'univers de Gris est à la fois particulièrement réaliste, d'ailleurs on le voit, il est ici en cow-boy, c'est un western pour lui, un western quotidien, hein,
on est bien d'accord. Voilà, ils sont Stanton, c'est ça, on dit ça? Stetson. Stetson. Et donc, c'est un univers à la fois particulièrement réaliste, et d'un autre côté, comme Rizbo, finalement, aussi un univers tout à fait imaginaire, parce qu'il y a un animal, par exemple, qui s'appelle le lala, mais on se rend bien compte qu'on est proche du lama, on est bien d'accord quand même, Gris, hein? De mon animal, oui. Oui, ton animal, c'est un animal un peu particulier. Donc, en fait, il enracine son récit sur du réalisme, je vous dis, c'est un western, on le voit à travers certains personnages en tout cas, et d'un autre côté, c'est un univers, encore une fois, fantastique. Il s'agit non pas d'un diptyque pour toi, en l'occurrence, mais carrément d'un triptyque, et le deuxième tome est annoncé pour fin janvier. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc pas trop de bêtises dans cette biographie? Non, c'est très bien. Non, mais tu peux le dire. Hein. Non, t'es pas obligé de m'encenser comme ça. Et tu termines à quelle heure, là Je termine. Ah, il faut finir, là. C'est fini. Je vais faire le dernier trait, voilà. Hop, un peu de brin d'air, histoire que... Voilà, hein, et puis c'est fini. Et donc, qui as-tu dessiné? Alors, j'ai dessiné Wyatt, ici sur la droite, accompagné de Will, le jeune dent de Dag, hein, parce qu'ils ont les dents pointues, c'est comme ça qu'on les appelle dans cet univers. Tout à fait. Qui accompagne donc ce Crystal Digger Wyatt, chercheur de cristaux, dans une aventure. Donc on retrouve l'Atamé tout à l'heure, puisque j'ai parlé de Dag aussi. Donc maintenant, oui, ce sont il y a aussi les poignards, les dents poignards alors, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, ah, bien. C'est ce qu'on leur donne. Bien, mais viens, installe-toi. Les organisateurs, je peux rester sur mon siège ou bien vous voulez vraiment... Là. Vous voyez, tu vois, ben, Rizvo, toi tu n'obéis pas à ton scénariste, mais moi je suis obligé d'obéir au bibliothécaire. Oui, c'est la bibliothèque d'Antoine. Tu as besoin d'un micro. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Bien, donc en fait, pour résumer un peu l'histoire, mais on ne va pas tout dire, donc toi c'est un triptyque. Ah oui, d'abord, donc là on retrouve ta bio, ça ne fait aucun doute, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, tu m'as fait penser à ceci, Gris. Donc, c'est-à-dire que ce sont deux enfants, frères et sœurs, qui trouvent un cristal. C'est ça. D'accord. Le cristal se casse. Le garçon sera justement captif, otage d'un personnage que tu as dessiné, c'est ça? C'est ça. Parfait. Et sa sœur, par contre, est enlevée. Comme le cristal a été cassé, chacun des personnages, chacun des protagonistes a une moitié. En effet. Je me demande dans quelle mesure c'est pas justement essayer de retrouver cette moitié perdue. À savoir, Indiana Jones, c'est partir à la recherche de l'arche perdue. Ici, c'est peut-être partir à la recherche de sa moitié perdue, frère, sœur. C'est peut-être aussi partir à la recherche, justement, de cette unité, de cette fusion originelle. Il y a un peu de ça, bien j'exagère un peu toujours moi. Non, c'est bien que tu parles de Indiana Jones, parce que les récits d'aventure, ça a vraiment baigné mon enfance. Et j'aime beaucoup ce côté où l'action n'est pas omniprésente et on a accès au voyage, à la découverte et à ce rêve comme ça de partir dans des endroits dont on n'a pas l'occasion forcément d'y aller. Et bien sûr, il faut un peu d'action histoire de pimenter tout ça. Et en effet, ben oui, Wyatt, le Crystal Digger, tombe sur ce gosse un peu dans le mal, hein, parce que sans trop en dire, mais dès le début, suite à la découverte du cristal, beaucoup de soucis arrivent. Comme tu l'as dit, sa sœur se fait kidnapper, la maison prend feu, il y a beaucoup de drames, etc. Et lui se retrouve seul et dépourvu et tombe sur ce cow-boy bourru qui est Wyatt et qui est Crystal Digger, donc chercheur de cristaux, en rapport un peu au Gold Digger, les prospecteurs d'or de l'époque de la conquête américaine de l'Ouest et tout ça. Et du coup, oui, donc ce cow-boy, enfin, ce Crystal Digger, va utiliser cet enfant, comme tu l'as dit, en esclave. On se dit, oh, filet sauvé, il tombe sur quelqu'un d'adulte, d'un peu... on va dire, je vais pas dire intelligent, mais quelqu'un qui pourra enfin sortir ce gosse de la mouise. Il le sort quand même un peu de la mouise, hein, parce qu'il lui donne une conserve de haricots. Mais après, voilà, il lui dit que sa monture a mal au dos et que le gosse servira à porter toutes ses besaces pendant... exactement, ce fameux Lala. C'est ce fameux Lala. En effet, il aide cet enfant à retrouver sa sœur disparue parce que le cristal qu'il a autour du cou, c'est la première fois qu'il voit un cristal aussi beau et aussi pur. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le cristal de la sœur, pas la sœur. Mais le gosse se dit, bon... allons-y, hein, profitons de cet homme pour
pour essayer de me défendre et de survivre, surtout à cet ouest sauvage. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même parfois très cruel. Et puis, quand on lit, l'enfant, encore une fois, est otage et est captif, la sœur est enlevée, on ne sait pas ce qu'on va faire d'ailleurs à cette sœur, parce qu'elle est entourée d'adultes qui ne sont quand même pas charmants. Il y a des bons, il y a des très très méchants. Et entouré de créatures aussi assez fantastiques, d'où le côté fantastique. Et on verra justement dans le tome 2, je ne vais pas trop en parler, mais la relation qu'elle développe avec, on va dire, ses kidnappeurs est assez étrange parce qu'ils vont jouer aux jeux de société. Son kidnappeur va lui apprendre la peinture, c'est un grand peintre, hein, le grand méchant du récit est un grand peintre, donc il apprend certaines choses, et du coup il y a une sorte, comme je te disais quand on s'est appelé, les gentils, donc ce Wyatt Crystal Digger est méchant, et les méchants sont gentils, mais au final... Oui, ça représente un peu le noir, le blanc, l'entre-deux. On ne sait pas vraiment où on se dirige. Mais tout ce qu'on espère, c'est que... Et c'est toute l'ambivalence de l'être humain, de toute façon, oui. cette ambiguïté. D'accord. Et d'un autre côté, tu me fais penser aussi au syndrome de Stockholm, où parfois l'otage s'éprend même amoureusement de son bourreau. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas lu le tome 2. Là, on est plus dans une relation, on va dire, de paternité, un peu comme avec Wyatt qui récupère Will comme un mentor, plutôt un maître. Voilà, on est plus dans une relation de maître-élève, un peu comme dans les arts martiaux ou dans pas mal d'autres lieux. Et du coup, oui, c'est une relation comme ça qui va se développer plus qu'une relation de peur, de séquestration, et au final, voilà. Mais j'en dis pas plus parce qu'on découvrira tout ça dans le tome 2. Le tome 1 est très axé sur l'aventure, la découverte de cet univers. Comme tu le dis, je mélange le Far West, des choses très réalistes et crues, avec un côté vraiment fantastique et on va dire pas comique, mais qui donne un peu plus de légèreté dans ses propos. Et le tome 2 sert du coup à plus développer les relations, et donc la trilogie. Le tome 3, on a la conclusion finale, le grand final, le gros boom, la grande bagarre. C'est vrai. Et la moitié du récit, ça se tape. Hein. C'est une grande symphonie. il faut une fin. Ça, avec des timbales. Oui, voilà. Bien. Il faut. C'est vrai, donc il y a encore une fois ces personnages. Comment dire, je suis un peu, non pas perdu, mais je voudrais peut-être rebondir moi-même sur quelque chose. Oui, c'est ça. Je sais que tu travailles beaucoup. Tu m'as dit, donc non seulement tu es animateur ici à Antoine, mais aussi à la bibliothèque de Bruno, aussi à la bibliothèque d'Ath, si je ne me trompe. Oui, au centre culturel de Ath, oui, un peu à gauche, à droite. D'accord. Mais sinon... tout ton travail réside dans la bande dessinée. Ah oui, justement. Je suis auteur, on va dire auteur de bande dessinée à plein temps. Et entre deux, je transmets mon savoir aux personnes du coup qui viennent vraiment de leur volonté, étant donné que je présente un programme, elles viennent s'inscrire pour apprendre en effet à approfondir le dessin. Donc on est dans la bande dessinée, dans la narration, dans les cadrages. Et je leur parle comme à des adultes, on voit tous les points différents, les proportions. Oui, ils ont 10 ans, ils voient la perspective en 3D, hein, même s'ils ne comprennent pas, au moins ils l'ont vu, ils aiment bien, et ça se ressent dans leur dessin, ils progressent, et voilà. Et donc ça, oui, c'est en parallèle de mon travail d'auteur de BD qui me prend mes journées, mes semaines, mes mois, mes années. Et là, toi, tu fais les deux, justement. Tu es à la fois scénariste et dessinateur et coloriste. Et coloriste, parce que j'ai vu aussi certains de tes travaux, entre autres sur le harcèlement scolaire. Oui, j'ai fait de la couleur sur une bande dessinée pour la maison d'édition Dupuis. D'ailleurs, c'est eux qui ont pré-publié Crystal Digger, qui est sorti en version numérique et par la suite en version papier par un autre éditeur qui a récupéré les droits. Mais oui, du coup, pour rester dans le milieu entre quelques projets, voilà, il faut savoir que pour créer une bande dessinée, il faut écrire son scénario. Ça se fait pas en un week-end, ça se fait pas forcément une semaine, sauf si on est à fond, mais ça prend du temps, le dossier doit se faire, on doit signer. Pendant ce temps-là, ce sont des choses qui ne sont pas rémunérées dans le milieu. On n'est rémunéré qu'une fois que le projet est signé, que les planches sont lancées. Et là, l'éditeur nous donne une avance sur droit qu'on leur rembourse avec nos ventes. Donc c'est un processus assez long. Et du coup, là, j'ai pris mon temps de le faire. Mais en effet, pour mon prochain projet, j'embraye avec un scénariste, un peu à la manière de Werd, qui adore mon univers et qui, je co-scénarise avec lui, je lui propose des personnages. Et du coup, j'ai pas l'impression de faire une commande, mais vraiment une collaboration qui me permettra de dessiner l'esprit plus calme et de créer la suite de mon univers par la suite. Et donc, être coloriste, c'est alimentaire finalement pour toi? Oui, c'est plus un travail alimentaire et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et en coloriant sur les planches des autres, ici j'étais sur un projet pour la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, qui ont un dessin beaucoup plus réaliste que le mien. J'apprends aussi en même temps en fait.
Donc je fais les couleurs, je fais les ombres, je fais les effets de lumière, donc c'est quand même du travail de création, mais c'est quand même agréable de travailler sur des planches d'auteurs et d'autrices qu'on apprécie, quoi. Au téléphone, je t'ai dit, et alors tu travailles quoi, 5 heures, 7 heures par jour? Tu m'as dit, oh, mais non, beaucoup plus, Jean-Luc, qu'est-ce que tu crois? Moi, je passe les nuits. Enfin, tu m'as pas répondu comme ça, mais Oui, oui, mais... un peu ça, en substance. Oui, des belles journées. Après, comme on dit, c'est un métier passion, donc on compte pas ses heures, mais je commence tranquillement, je ne mets pas la pression, je commence quand je veux, mais on va dire entre 9 heures et 11 heures, je prends le crayon et j'arrête vers 19 heures pour manger au soir, et je reprends à 22 heures jusqu'à 2-3 heures du matin, quelque chose comme ça. C'est Mais, aussi la radicalité dont on parlait avec Je Risbo. pense beaucoup, Fred, je sais pas, il cet nous aspect dira après solitaire, aussi, mais... solitude, Bah, solitaire. en fait, c'est aussi un peu hypnotisant, c'est comme une méditation et on se rend pas compte que le temps passe et on est là et c'est vraiment... c'est très spécial et on voyage aussi quand on le fait. Enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Je pense que les métiers créatifs, ça fait très voyager et quand on est vraiment bien dans son univers et qu'on n'a pas l'impression de faire une commande pour quelqu'un et d'être forcé à dessiner, comme si c'était au final un métier, on est forcé de le faire sans aimer. Quand on aime, on ne voit pas le temps passer, quoi, ni les dimanches s'enfiler. On fait juste et on prend plaisir. Comme pour Risbo, un petit retour en arrière. C'est toi qui as dessiné ça? Ouh, ça c'est vieux. Ah. Donc ça, en fait, j'ai changé complètement de style graphique parce que, comme tu disais, je suis aussi musicien. Et ça, c'est mon travail quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts il y a 10-15 ans. Et suite à mon premier récit qui s'appelle donc L'Atamé, qui était un récit qui parle d'ésotérisme, mais à notre époque, donc de magie, etc. Bah, ça n'a pas tant fonctionné que ça. Enfin, c'était beaucoup d'éditeurs indépendants qui étaient intéressés. Ça ne permettait pas de vivre de ma passion. Je me suis dit, bon, allez, on va faire de la musique. Ce qui est encore pire, parce que, enfin, encore pire, ça dépend du style qu'on a. Mais pareil, je suis dans un style très spécifique de musique, un mélange d'électro et de plein de choses. Et c'était aussi assez dur d'en vivre, même si j'ai su survivre de ça. Au bout d'un moment, je me suis posé la question, que faire? BD, musique, et là, je suis reparti sur la BD. Et j'ai complètement changé mon style graphique. Ce que vous trouvez ici, je ne pense plus que je le ferai. On était en effet dans des nuances de gris, un style assez réaliste, très, très vif. Et ici, je suis plus dans le coloré, dans le peps, et on ressent plus aussi mes inspirations et tout ce qui m'a nourri lorsque j'étais ado, que ce soit les mangas comme Naruto, ou la BD franco-belge comme Spirou et Fantasio, ou les comics comme Batman. C'est vraiment ce mélange des trois styles qui... Sans l'influence des mangas. Et quand tu fais pleurer tes personnages, effectivement... Ah, ça coule énormément. Ça coule énormément, tout à fait. Il faut, en fait, il faut amplifier les émotions, comme ça, soit ça va faire sortir le lecteur du récit, ou soit le code va fonctionner, le lecteur va vraiment être dans l'émotion avec, et se dire, ah oui, il pleure vraiment beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'on lit plus de mangas à l'heure actuelle que de BD classiques, non? Moi, peut-être à cause du prix, en fait, je pense, qui est du coup plus abordable. Un manga, t'en trouveras facilement entre 5 et 10 euros pour un nombre de pages assez correct et une petite heure de lecture, une demi-heure, une heure, alors qu'une BD, on est facile entre les 15 voire 30 euros suivant le format. Et non, je pense que c'est vraiment question de format et de, on peut dire générationnel, je sais pas, enfin, c'est un sujet assez compliqué en fait. La BD actuellement, tu vas me dire c'est l'évolution du monde, mais ça n'a rien à voir avec les années, on va dire l'âge d'or de la BD, les années 70 à 2000. Corto. Ici on est dans une transition et pas mal d'éditeurs font ce dessin qu'on appelle dessin fusion, où c'est un mélange de manga, de comics, de franco-belge. Mais ce que tu essaies de faire. oui, mais en fait c'est juste ce qui me plaît, donc, et peut-être que dans 10 ans mon style aura encore énormément évolué, et en fait il faut juste se laisser aller, faire, et on voit ce que ça donne. Oui. Enfin, on l'espère, je ne sais pas s'il faut l'espérer. Hergé a été fidèle. Oui, oui. Hein? À voir. Corto aussi. C'est sûr. Et tous les classiques, quoi. Tu es passé aussi par le financement participatif à un moment donné? Non, je ne pense pas. On ne me l'a pas dit. On ne l'a pas dit que j'ai pas eu les sous, j'ai rien vu. Donc, Toi, c'était plutôt les webtoons. Oui, donc comme je disais, ce récit Crystal Digger que vous retrouvez ici en papier a été prépublié en version webtoon. Donc les webtoons, c'est des bandes dessinées qui se lisent sur téléphone. Et on scrolle ça comme un rouleau de papier toilette. Ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Et du coup, on a beaucoup de cases verticales. Donc c'est un nouveau type de format. Et voilà, ça se consomme comme d'autres récits, comme ceux qui vont lire leur roman sur tablette ou ainsi de suite. Et du coup, bah... Suite à ça, le récit est sorti en effet en papier. Donc c'est Dupuis qui a lancé sa plateforme de BD numérique.
et quelques récits de cette plateforme se sont retrouvés du coup adaptés en version papier. Mais pas publié par Dupuis. Non, celle-ci pas publiée par Dupuis, c'est un éditeur qui a, en tant que lecteur, lu mon récit, il a accroché et il a contacté Dupuis pour récupérer les droits de la version papier. Bien sûr, ils n'ont pas lâché les droits de la version cinéma, parce que je l'espère, hein, tout comme mon ami, qu'on aura notre bio sur Netflix pour une adaptation. Hein, et donc, à voir. Mais oui, ils ont laissé les droits de la version papier. Alors, et gagner des millions de dollars, enfin. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais du coup, en effet, donc c'est pour ça qu'on est aussi sur un petit format. Vraiment, on va dire, on se rapproche du format manga, mais un livre assez épais, on est sur 200 pages. Mais on n'a pas beaucoup de cases par planche, contrairement à, on va dire, la BD plus franco-belge ou même les comics, où on peut trouver une dizaine de cases par planche. Là, on sera en moyenne entre 3 à 6 cases par planche. Donc, dû aussi au format qui était numérique, je ne pouvais pas me permettre de faire un trop grand format. Et même, c'est la manière dont moi je consomme beaucoup les BD. Je suis grand lecteur de manga et j'aime beaucoup. Une couverture cartonnée, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les mangas. Si je oui, me oui, trompe donc pas. mon éditeur voulait un peu se démarquer de ce qui se fait dans le milieu, parce que le manga couleur, ça se fait de plus en plus, et on se retrouve sur le même format, mais en couverture souple, tandis que lui voulait vraiment un objet, on va dire, qui attire plus l'œil, et il voulait attirer un autre lectorat que le lectorat manga, essayer d'attirer, on va dire, le lectorat franco-belge, qui préfère les beaux objets, même si moi je trouve ça beau un manga, c'est sûr que c'est plus souple. Ça cale moins bien les tables. Tu es sur combien de projets là, au moment où tu parles Ici, Coloriste Coloriste, c'est terminé, donc j'ai colorié D'accord. quelques albums qui ont été terminés. Ici, je finis le tome 3 de Crystal Digger. Le tome 2 sortira en janvier, le 3 en mars-avril. Tout le récit est terminé, donc j'ai juste à adapter format papier. Et là, je travaille sur un nouveau récit post-apocalyptique, dans un futur où il n'y a plus d'énergie, plus rien, et les gens vivent un peu... il y a ce petit côté western qu'on retrouvera, mais avec un reste d'une technologie qu'on n'a toujours pas connue, comme les cyborgs et compagnie. Donc on est vraiment sur un récit d'anticipation, mais un peu écologiste, on va dire, étant donné que la nature aura repris ses droits. Et c'est sur ça que je travaille avec mon scénariste, et probablement pour Les Humanoïdes Associés, qui est un éditeur très science-fiction, réaliste, etc. Et dans un premier temps, tu es là devant ton ordinateur, sur Word par exemple, et tu écris ton texte, et ensuite, ou bien d'emblée, tu imagines déjà des vignettes, des cases. Comment fais-tu? On est plus dans des ambiances, il faut mettre une petite musique pour se mettre un peu dans l'ambiance de son scénario, dessiner des décors, des personnages, et là on commence un peu à rentrer dedans, à avoir une odeur, des sons, des bruits. Mais c'est pas une nouvelle, c'est pas un texte Non, continu. non, et après quelques dessins, là on peut commencer à écrire autour de ces personnages. Il faut toujours, je pense, trouver... Bon, on peut écrire les personnages d'abord, mais le fait de les dessiner, ça permet aussi de les comprendre, en fait. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure de dessiner un récit, on comprend mieux son personnage. Moi, dans mon récit, j'avais prévu certaines choses, mais à force d'être dans mon personnage et de le faire agir, il a pris le dessus sur mon scénario. Et là, je me suis dit, mais non, j'ai écrit ça, mais c'est pas logique qu'il fasse ça, vu tout ce qu'il vient de faire et comment il est. Du coup, il n'a pas fait ce que j'avais prévu, parce qu'il a pris le dessus sur... Mais les auteurs disent souvent ça, que finalement, les personnages prennent le dessus, pour reprendre ton expression, et deviennent totalement indépendants, deviennent totalement Mais oui, autonomes. Et ils ont leur vie il m'a eux. flingué mon scénario, moi. Voilà, exactement. Ben, Ahmed Chauve, si je ne me trompe, disait exactement la même chose, quand nous avons invité à la bibliothèque d'Antoine. Voilà, à un moment donné, ils ont leur propre vie. Ah oui, oui. Et ils te disent, non, 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 tu ne fais pas ça, et toi, tu Et tu le fais leur pas. obéis, Bah, comme tu moi, fais. décidément, c'est toujours Voilà. une obéissance à quelqu'un. Quand c'est pas un scénariste, c'est au personnage lui-même. C'est ça. Bien. Et donc, le deuxième tome, en janvier, C'est ça. et tu poursuis. Tu Et la édites. conclusion en mars-avril. Comme ça, au moins, on perd pas les informations, étant donné qu'il y a pas mal de personnages, et puis on est sur une sortie assez rapprochée. Donc c'est bien. Et donc tu as dit 100 exemplaires pour ces Non, livres-là. c'est 1000 exemplaires. Ah, 1000 exemplaires, d'accord. Oui, oui, c'est quand tu parlais de mon premier récit qui est Ah sorti. oui, voilà, c'est ça. Donc 1000 exemplaires fois 3, il faut quand même Oui, oui, avoir un c'est ça. sacré budget pour ça. C'est l'éditeur qui gère son budget. Après, 1000, il faut savoir que ça commence à être pas mal, mais quand on est chez des éditeurs plus gros, on est plus dans les 5000, 10 000, voire 20, 30, 40, 50 000 pour les séries à succès. On en parlera avec Fred pour savoir justement... Oui, oui, c'est combien ça qui est intéressant de voir justement les différents types d'éditions dans la bande dessinée. Donc oui, on a 1000 exemplaires, que ce soit pour le tome 1, 2 ou 3, voilà. Moi j'aimais bien aussi, en fin de livre, la dédicace à ton cher papa. Ah, avec une photo sténopée noir et blanc de lui et moi en cow-boy. Parce qu'on fait du jeu de rôle western, où pendant 3-4 jours on est dans C'est vrai. des personnages, on vit une aventure Ah. avec pas mal de personnes, comme un vrai village western.
Et depuis tout petit, oui, en effet, il m'a baigné dans ces westerns. C'est pour ça que Crystal Digger est un western d'ailleurs. Parce que je cherchais un sens à mes personnages. Des fois, tes personnages peuvent être multitemporels. L'histoire pourrait se passer au Moyen-Âge, comme dans le futur, c'est le lien entre les personnages le plus intéressant. Et du coup, cet univers va donner une consistance. Et là, je me suis dit, bah, il faut que ce soit western. Je baigne dedans, j'ai plein de scènes en tête. Et du coup, pour les connaisseurs de western qui liront le récit, vous verrez plein de clins d'œil. Et où est-il dans tous les personnages créés dans Mon père, oui. il s'appelle Michel et son personnage c'est Michel. Il s'appelle Michel dans le récit. Alors. Oui, oui, il est dans le tome 1 en plus, donc Bon. voilà. Je vais le relire. Avec cet autre... C'est un mercenaire, un bandit, et c'est d'ailleurs lui, donc mon père, dans la vraie vie, qui m'a donné le nom de sa bande de mercenaires. Je lui ai dit, si tu avais une bande de mercenaires à l'époque du Far West, comment s'appellerait-il? Il m'a dit ta, et c'est le nom de la bande dans le récit. Voilà. Parfait. Donc, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Gris, s'il te plaît? pas forcément. Oui, pas forcément, hein, mais voilà. est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, que ça me fait vraiment plaisir de voir tout ce monde ici assemblé autour de la bande dessinée. C'est vraiment chouette et agréable de voir qu'il y a encore des gens qui supportent les récits papier, les images comme ça. Voilà, à part ça... Et qui ne scrollent pas comme ça. Oui. Dans un lieu d'aisance, qui plus est, puisque sans les gens qui scrollent, il n'y aurait pas Crystal Digger en papier, vu que ça a été prépublié en webtoon. Donc, merci à mes scrollers qui ont lu Crystal Digger et à l'époque... Je pense plus de lecteurs l'ont lu en numérique d'ailleurs, parce que j'étais à plus de 50 000 personnes, un truc comme ça. Parce que justement, c'est des choses qui vont consommer plus rapidement. Et là, en papier, bah, moi ça me fait plus plaisir en papier. Hein. Bien sûr, comme tu disais, l'objet, c'est ce que notre rêve de gosse, quoi, avoir notre BD avec nos dessins. On est encore des gosses. Hein. Ah bah, on restera des gosses. Ouais. C'est un enfant? De quoi? Un livre, c'est un enfant. Ah oui, oui, celui-là en plus il pèse 500 grammes, donc la trilogie c'est 1,5 kg. Oui, là c'est un prématuré. Hein. Oui. Bien. À tout grand merci. Au plaisir. Merci. Merci.